sur les limites de 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 nos ressources. Donc voilà, c'était l'impact environnemental à prendre en compte. Donc le réchauffement climatique, on en entend beaucoup parler, dans l'actualité, mais il n'y a pas que ça, il y a également la biodiversité, le risque nucléaire et les diverses pollutions que peut engendrer, le chauffage, heu, le chauffage. Donc un petit focus sur le secteur du bâtiment en France. On consomme, sur tout secteur confondu, 260 millions de tonnes d'équivalent pétrole, et vous voyez que le secteur du bâtiment en dessous représente 45 de cette consommation. C'est le premier poste. Donc c'est une grand donc le bâtiment, permet du coup, de grands gains en faisant des travaux d'isolation. Si on fait un focus sur juste le secteur du bâtiment, la répartition ci-dessous, donc principalement le chauffage pour 60. Ensuite, vous avez les appareils électriques, tout ce qui est électroménager, donc la production de froid et les différents appareils électriques donc on peut avoir dans notre ménage. L'eau chaude sanitaire, donc pour, production d'eau chaude, donc nettoyage, des mains et puis, se laver, voilà, et la cuisson en dernier lieu. Les chiffres sont un petit peu anciens. Là, si on prend des chiffres plus actuels, on est sur une diminution, de la part de chauffage, puisque les bâtiments sont un peu mieux isolés, et des appareils électriques cette part-là grandit, parce qu'on est de plus en plus, connectés, on a de plus en plus d'appareils. Donc l'électricité spécifique, dans le logement prend une grande part. Hem, donc ici, nous allons vous présenter la démarche Négawatt. Alors, elle se divise en 3 parties, et c'est 7 solutions que l'on cherche à appliquer au secteur du bâtiment. Donc d'abord, c'est la le on cherche à la sobriété, ensuite c'est l'efficacité, et en dernier lieu, l'utilisation des énergies renouvelables. Donc si on prend un exemple, par exemple pour l'éclairage, la sobriété, c'est éteindre les lumières inutiles. L'efficacité, c'est du coup, changer vos ampoules pour des ampoules basse consommation ou des ampoules à LED, et passer aux énergies renouvelables, c'est, donc là le petit dessin qui représente du coup une production éolienne ou une production photovoltaïque, heu, pour, heu, pour produire donc sa propre énergie. Un autre exemple sur le chauffage, donc si, la sobriété dans le chauffage, c'est soit mettre un pull, soit, diminuer la température de consigne de votre chauffage. Heu, L'efficacité, ce serait, isoler toute l'enveloppe, voilà, ça c'est, et ensuite, passer aux énergies renouvelables, donc par exemple installer un poêle, à bûche. Donc ce scénario peut s'appliquer au transport, peut s'appliquer à plein d'autres solutions. Là, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le secteur du bâtiment. Heu, donc pour la sobriété, dans un premier lieu, ce qui est intéressant, c'est déjà de réfléchir aux apports solaires, donc à bien orienter son bâtiment, à avoir des apports solaires, importants. Ensuite, sur l'efficacité, ce sera donc l'isolation, de traiter, tous les ponts thermiques et de traiter toutes les parois déperditives, et donc après, à ça, on associe bien sûr, la ventilation, et enfin, pour les énergies renouvelables, pour, la dernière partie, donc on installe, pour compenser les déperditions,
qui reste un système à énergie renouvelable pour compenser tout ça. Alors, petite question sur les déperditions. Sur un bâtiment donc, de 74, donc qui correspond à la première réglementation thermique en France, donc après le premier choc pétrolier, comment se répartissent les déperditions? Quels sont les postes les plus déperditifs d'après vous? Donc là, je vais vous présenter le graphique. Donc, en premier lieu, c'est la toiture. Le premier poste de déperdition qui représente 25 à 30 %, c'est il faut commencer par isoler le toit. Ensuite, vous avez 20 à 25 % pour le renouvellement d'air et pour les murs. Et en 4e position viennent les fenêtres, les menuiseries, qui représentent 10 à 15 %. Alors du coup, j'ai une petite question, juste d'éclaircissement. Est-ce que tu peux, brièvement expliquer le concept de pont thermique, justement? Ouais. Alors, est-ce qu'on voit ma souris sur l'écran? Oui, oui. Ouais. Donc un pont thermique, c'est, par exemple, vous en avez un ici sur le plan entre le plancher bas et le mur. Donc c'est structurellement, vous avez, une dalle béton, par exemple, et votre mur, donc du coup, on le verra sur, plus tard sur une slide où il y a une représentation en caméra thermique, ça sera plus parlant. Mais grosso modo, les liaisons que vous avez structurelles de votre bâtiment, entre des parois, alors pas forcément celles qui sont en bois, sont pas les plus déperditives, mais quand c'est des parois, soit en parpaing, soit en béton plein, bah, génèrent, des ponts thermiques. Vous avez typiquement le pont thermique aussi du balcon, la dalle qui ressort donc du mur, et qui fonctionne comme une ailette en fait, de chauffage. Elle emmagasine la chaleur, cette dalle, et puis du coup la restitue sur l'extérieur. Voilà, ça c'est des ponts thermiques, mais ça sera plus parlant sur une slide, un peu plus tard dans le diaporama. OK, Et donc, merci. pour revenir aux dernières déperditions, les moins importantes, vous avez, du coup, le plancher bas qui représente 7 à 10 % et les ponts thermiques, 5 à 10 %. Donc ça, c'est, une maison, on va dire standard, d'avant le 1er choc pétrolier. Pour compenser ça, donc, vous avez, les apports internes, donc ça, c'est la chaleur, en occupation, quand vous faites de la cuisson, quand vous utilisez un four, enfin tous les apports internes, qui créent de la chaleur à l'intérieur du logement. Vous avez les apports solaires, qui rentrent directement à travers le vitrage. Et bien sûr, bah, la majorité, c'est, la compensation par le chauffage pour, sous nos latitudes, atteindre les 19 °, de confort, à l'intérieur du logement. Donc comment peut-on, alors regarder ça de manière précise sur votre logement? C'est à travers un audit énergétique. Donc un audit énergétique, c'est réalisé sur logement par logement. C'est un diagnostic donc, qui est personnalisé, où on va regarder le diagramme des déperditions que je vous ai montré, mais adapté vraiment à votre surface de paroi et à votre typologie de logement, quoi. Donc l'audit énergétique coûte entre 700 et 1 000 €. Ça dépendra du coup de la complexité du logement, de la surface de celui-ci, et donc du coup voilà, du temps imparti pour prendre le métré et puis pour réaliser l'audit. Donc un audit énergétique, contrairement à un DPE, lui, présente des scénarios de travaux. On fixe un état initial, on regarde
les déperditions de manière précise. Et ensuite, vous avez plusieurs scénarios de travaux pour aboutir à telle ou telle performance requise. Alors, maintenant, le gros du sujet, comment on fait et comment on priorise ces travaux? Par quoi je commence? Déjà des petites idées préconçues qu'on a sur l'isolation, sur la rénovation énergétique. Là, on en cite quelques-uns. Par exemple, les isolants biosourcés, c'est hors de prix. Je vais commencer par changer mes fenêtres par lequel part toute la chaleur. Donc ça, on l'entend souvent et on l'a vu dans le diagramme précédent que c'était pas le cas, hein, que c'était pas la priorité. Voilà, la laine de roche est le meilleur de tous les isolants, donc ça, c'est pas forcément. Tout ça, c'est des idées préconçues qui sont pas forcément vraies, quoi. Donc par où on commence? Alors l'isolation, bien sûr, hein, c'est par là qu'il faut commencer. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas l'ordre des travaux qui vont être réalisés à l'intérieur de votre logement. Il faut pas le prendre comme ça. C'est plutôt donc les postes les plus intéressants à traiter en premier pour faire sur votre facture d'énergie les meilleures économies, quoi. Donc l'isolation en premier lieu, la ventilation et ensuite le système de chauffage. Donc à présent, nous allons parler donc de l'isolation des différentes parois, toitures, murs et parois vitrées. Donc, rapidement, on revient sur ce diagramme juste pour montrer que le chauffage, voilà, c'est là-dessus qu'on essaye d'agir, sur ces postes-là. Donc sur la part prépondérante des consommations, bien sûr, de vos logements. Alors pourquoi isoler? Ce graphique vous présente en partie doré le coût des énergies selon le type d'énergie et en partie bleu sur la partie gauche, les émissions de CO2 par kilowattheure, donc de ces différents types d'énergie. Donc déjà, il y a l'aspect financier, choisir le mode d'énergie le plus économique pour avoir une facture la plus faible possible. Ensuite, un deuxième facteur qui a une grande importance, c'est la notion de confort thermique. Pourquoi on isole? C'est pour se sentir bien chez soi. Et ce graphique présente un petit peu les différents paramètres qui rentrent dans ce confort thermique. Donc vous avez sur la partie gauche une paroi qui n'est pas isolée, avec une température de paroi à 14 degrés, et sur votre partie droite, une paroi isolée. Donc sur la partie, voilà, l'isolation est représentée ici. Une température de paroi à 18 degrés. Et donc on chauffe l'air intérieur du logement à 20 degrés. La sensation pour ces deux cas de figure n'est pas la même. En fait, on prend la moyenne de température entre la température de l'air et la température de paroi. Donc si on a une paroi froide, par exemple, ça va nous faire un ressenti à 17 degrés, alors que dans l'autre cas, quand on a une paroi isolée et puis la paroi qui est plutôt chaude, on est à une température ressentie de 19 degrés. Donc dans les deux cas, on chauffe l'environnement, la pièce à 20 degrés, mais le ressenti, la sensation d'inconfort n'est pas la même. Voilà. Donc, d'où l'importance de l'isolation et sur les parois, quoi. Ensuite, un deuxième critère qui est important sur la sensation de confort thermique, c'est l'humidité. C'est l'humidité relative à l'intérieur du logement, il faut qu'elle soit comprise entre 40 et 60 en humidité relative. Donc, si vous avez des trop forts taux d'humidité à l'intérieur de votre logement, ça peut présenter des désordres au niveau des parois, des problèmes voilà, on a des sensations d'inconfort dues à l'excès d'humidité présent dans la pièce, quoi.
Et un dernier critère qui rentre en ligne de compte, c'est la vitesse de l'air. Celle-là, elle est moins mesurable, mais c'est la sensation que vous avez quand vous mettez, par exemple, votre main au bord d'une paroi froide, une fenêtre non étanche, une porte non étanche, et du coup, des vitesses d'air importantes qui génèrent de l'inconfort dans la pièce. Voilà, donc tous ces différents critères qu'il faut prendre en compte pour avoir une sensation de bien-être dans son logement. Donc comment on fait pour, par quoi on commence? Donc d'abord, par l'isolation de la toiture. Donc sur les 3 schémas présentés ici, vous avez, pour les 2 premiers, en haut, l'isolation, posée dans les combles perdus. Donc soit c'est un isolant en vrac qui est déposé directement, donc par insufflation, c'est le schéma que vous avez en haut à gauche. Ou alors, ça peut être des rouleaux, qui sont déroulés entre les solives, donc en 2 couches. Généralement, on pose ça en 2 couches croisées pour, justement, éviter les ponts thermiques, de la solive, sur votre comble. Le dernier schéma, en dessous représente, l'aménagement d'un comble. Quand vous avez un comble aménagé et isolé, du coup, on va isoler plutôt, du coup entre les chevrons, voilà, et puis après vous mettez, votre placo, donc heu, c'est la partie, donc le chemin du dessous. Alors, l'isolation par, l'extérieur. Vous avez ici, une très belle image, que je donc de pont thermique, hein, qu'on voit, sur votre droite, pardon. Donc du coup, là on voit bien le plancher intermédiaire, qui est plus chaud que le reste des parois, et puis un refend, un mur vertical, qu'on peut distinguer. Donc c'est structurellement, toutes ces masses, emmagasinent la chaleur, et puis s'il n'y a pas d'isolation, heu, côté extérieur, ben, vous avez, voilà, le pont thermique qui peut être visible, en faisant une caméra infrarouge de votre logement. Donc pour corriger ces ponts thermiques, l'idéal, c'est vraiment de venir par l'extérieur isoler. Ici, on vous présente 2 techniques, soit sous bardage, pour le schéma du haut, soit en dessous sous, enduit. Donc l'isolant, avec un enduit qui est directement, mis, par-dessus. L'isolation sous enduit, revient moins cher que l'isolation sous bardage. L'isolation par l'intérieur se fait encore, de manière très, très, enfin, en France, on isole encore beaucoup par l'intérieur, hein, parce que c'est moins cher, en termes de mise en œuvre. Vous avez ici deux modes de pose, qui sont détaillés, donc soit, collés avec des pots des plots de colle, soit, fixés, donc par des rails métalliques, et l'isolant qui est mis entre les rails métalliques, et on met ensuite, soit le fermacelle, soit le placo, en finition. Donc ça, c'est pour les parois. À présent, nous allons parler des menuiseries. Donc pour les menuiseries, ce qui est important, c'est le coefficient UW. Heu, donc plus il est bas, donc plus la fenêtre est isolante. C'est l'inverse en fait de la résistance thermique, pour tout ce qui est paroi opaque, on parle de résistance thermique, donc plus elle est élevée, plus votre paroi est isolée, et là c'est du coup l'inverse. Plus vous avez une transmission faible, meilleure est votre fenêtre. Donc historiquement, bien sûr, c'était du simple vitrage. Ensuite, on est passé à du double vitrage, avec une lame d'air.
Et après, on a mis, pour éviter la convection à l'intérieur des lames d'air, de l'argon pour encore diminuer la transmission thermique à l'intérieur de ces lames d'air, quoi. Pour les portes, c'est le coefficient, pareil, c'est aussi un coefficient de transmission thermique, donc c'est D pour d'or. Plus il est bas, plus la porte est isolante. Et le facteur solaire, plus il est élevé, en fait, plus votre vitrage permet la transmission de l'apport solaire à travers la vitre, quoi. C'est un facteur qui est compris entre 0 et 1 pour le facteur solaire. Donc ce qu'il faut retenir sur l'isolation, c'est qu'une isolation par l'extérieur reste plus performante que l'isolation par l'intérieur, hein, bien sûr, parce qu'on arrive à traiter beaucoup plus de ponts thermiques. Que cette isolation donc, permet une diminution des besoins de chauffage du logement et donc bien sûr, une diminution de votre facture d'énergie et derrière, un dimensionnement de votre appareil de chauffage qui sera moins important. Donc sur la propriété des matériaux isolants, rapidement en termes d'épaisseur, vous avez ici les épaisseurs, on va dire réglementaires, dans la première colonne. Donc c'est la résistance thermique qui est indiquée. Donc pour la toiture, c'est dans le rampant, hein, parce que dans le comble perdu, pardon, on doit respecter une résistance thermique de 7. Là, en rampant, c'est une résistance thermique de 6. Les murs, donc c'est 3,7 encore la résistance thermique à respecter. Donc ça, c'est le minimum requis pour les aides financières. Ça représente, selon le choix du matériau isolant, 12 à 15 cm d'isolant pour les murs et environ 25 cm pour les rampants. Vous avez également présenté donc des niveaux conseillés pour atteindre le bâtiment basse consommation. Donc c'est la colonne intermédiaire, donc avec des résistances thermiques plus élevées et du coup on augmente les épaisseurs au niveau des murs et puis des différentes parois. Et en dernier lieu, le bâtiment passif avec du coup des résistances thermiques encore plus importantes. Chaque matériau isolant en fait a sa conductivité propre, donc sa capacité à conduire la chaleur en son sein. Donc plus le lambda du matériau est faible, meilleur est son pouvoir isolant du coup. Voilà, je rappelle juste la formule, la résistance thermique, c'est l'épaisseur de l'isolant divisé par la conductivité du matériau. On considère qu'un matériau isolant, c'est des lambda inférieurs à 0,04. Voilà. Après, vous avez, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Vous avez des matériaux qui sont un peu plus élevés, du coup, il faudra compenser par des épaisseurs plus grandes. Et des matériaux qui ont des lambda beaucoup plus faibles, mais du coup qui ne sont pas forcément, en termes d'énergie grise, meilleurs pour la planète, puisque c'est beaucoup des matériaux synthétiques issus du pétrole, quoi. C'est ce qui est un peu présenté dans ce tableau. L'autre caractéristique importante pour le confort d'été, c'est le déphasage thermique. Voilà, donc ça dépend de la capacité thermique de l'isolant à stocker la chaleur et dépend également de sa masse volumique. Plus vous avez un matériau qui est dense, meilleur il sera pour le déphasage thermique. Le webinaire sera envoyé. Alors là, ce tableau n'est pas très lisible, je vais peut-être passer dessus. Oui, on vous enverra un autre tableau qui est beaucoup plus lisible Ouais. que celui-là en tout cas. À présent, nous allons parler de ventilation. Donc on a vu le premier poste, la priorité c'était l'isolation.
Mais pour ne pas créer de désordre dans le logement, il est important d'associer la ventilation. Donc son rôle, c'est évacuer l'humidité, hein, comme on a parlé des critères de confort, l'humidité avait son importance. Donc la ventilation est là pour évacuer l'humidité générée dans le logement, donc la transpiration, et puis les douches, enfin la cuisson, tout ce qui génère de l'humidité. Le rôle annexe, c'est bien sûr aussi l'évacuation des polluants. Tout ce qui est produits ménagers, tout ce qui est entretien, voilà, ça génère de la pollution à l'intérieur du logement. Et le rôle de la ventilation, c'est d'amener de l'air neuf, donc l'air extérieur dans le logement, et puis de manière permanente, extraire toutes les pollutions, hein. Donc il y a deux grandes familles, c'est d'abord la ventilation simple flux, qui est représentée sur ce schéma. Donc le principe, c'est vous avez des entrées d'air au niveau des menuiseries, par lesquelles transite voilà, l'air neuf, un détalonnage au niveau de vos portes et dans vos pièces humides, donc salle de bain, cuisine, salle d'eau, buanderie, des bouches d'extraction pour extraire toute cette humidité par balayage, et faire ça sortir en toiture généralement. Donc le caisson, on le met généralement dans les combles perdus, et l'extraction doit bien se faire à l'extérieur du comble perdu, à l'aide d'un chapeau de toiture. Le système hygroréglable en fait permet de diminuer les débits, parce que quand il n'y a pas d'occupation des pièces humides, vous avez des capteurs soit de position, soit d'humidité à l'intérieur des pièces humides. Et du coup, il y a des clapets qui se ferment au niveau des bouches lorsque vous ne les occupez pas. Et ça permet donc d'économiser sur les déperditions dues à la ventilation. Donc l'inconvénient de ce système, bien sûr, c'est que on fait rentrer de l'air froid à travers les entrées d'air, et que cet air froid, il faut le réchauffer. L'avantage, c'est qu'il est simple à installer, qu'il est beaucoup moins cher, enfin qu'il est ouais, pas très cher à l'installation, et qui génère de faibles consommations électriques. Vous avez un petit moteur qui est généralement pas très puissant, quoi. La deuxième famille, c'est du coup la VMC double flux. Donc là, le principe, c'est qu'il n'y a plus du tout d'entrée d'air dans vos fenêtres, dans les menuiseries. On a vraiment deux réseaux. On conserve donc le réseau d'extraction comme sur la simple flux. Et vous avez un deuxième réseau. On va souffler dans les pièces sèches, donc dans le séjour, dans les chambres, dans le salon, de l'air qui va transiter par un échangeur de chaleur qui permet de récupérer jusqu'à 90% de l'énergie entre l'air vicié, l'air extrait et l'air neuf. Donc voilà, ça c'est un système qui peut être intéressant, mais compliqué à mettre en œuvre en rénovation parce que ça nécessite de créer des faux plafonds et de passer des gaines au niveau du rez-de-chaussée, enfin d'amener l'air dans toutes les pièces sèches, hein, chambre et séjour. Donc des fois, c'est contraignant techniquement, on n'y arrive pas toujours, c'est pas une solution qui s'applique à chaque fois. En termes d'entretien aussi, vous avez des filtres qu'il faut régulièrement changer, donc il y a plus d'entretien sur ce type de système. Il y a plus de consommation électrique au niveau du ventilateur, et puis c'est un système qui reste onéreux à l'investissement. Alors, une fois qu'on a travaillé sur l'enveloppe, l'isolation, qu'on a traité la ventilation, le graphique des déperditions qu'on avait auparavant, c'était maintenant compensé avec le système de chauffage. Donc je reviens sur un critère, donc après sur le choix du mode de chauffage. Bien sûr, c'est le critère déjà économique. Donc je reviens sur ce diagramme-là qui présente les différents coûts
selon les différentes sources d'énergie. Donc vous avez, le solaire tout en haut, qui lui n'a pas encore envoyé nous envoie pas encore de facture, hein, donc qui est gratuit, et puis tout en bas, l'énergie plutôt électrique, gaz propane pour les solutions les plus onéreuses. Un petit focus, ici sur le bois énergie. On entend souvent que c'est, polluant, ça génère du CO2, que, voilà, que c'est un système qui est pas forcément renouvelable. Alors c'est actuellement en France, en entretenant, pardon, nos forêts et puis en notre production de bois, génère plus, donc il y a plus de production de bois, au niveau national que ce qu'on en consomme pour le chauffage, quoi. Donc ça reste une énergie renouvelable, le stockage du CO2 qui est fait pendant l'accroissement de l'arbre, que lui vous allez brûler, lorsque vous allez créer la combustion au terme dans un foyer ou dans un poêle, voilà, c'est un cercle fermé, sur le cycle du carbone, mais ça reste, compensé par, l'augmentation des forêts, sur le territoire national. Un autre critère sur le mode de chauffage, ce sera, les émetteurs. Donc, quel type d'émetteur j'ai dans mon logement? Est-ce que je suis donc, au tout électrique, hein, donc ça c'est sur, la partie gauche de la présentation. Donc vous avez les plus anciens, qu'on appelait grippins, et puis après, vous descendez pour avoir des appareils plus performants, dits radiateurs à inertie, donc qui emmagasinent un peu la masse, qui ont une masse, soit un flux de chaleur porteur, soit une masse, inclus dans le radiateur, et qui permettent des économies d'énergie. L'autre système, c'est, si vous avez des émetteurs à eau, donc soit, haute température, soit basse température. Donc, haute température, ici, vous avez les radiateurs en fonte qui sont présentés. Le système basse température, donc typiquement le plancher chauffant, et vous pouvez aussi avoir des radiateurs de plus grande taille qui sont, basse température. Ensuite, un autre critère sur le chauffage, c'est est-ce que je suis sur une technologie décentralisée ou centralisée? Ici, vous avez, représenté, le schéma de principe des chaudières à condensation. Donc on récupère, donc vous avez le circuit des fumées, qui part en ventouse là, indique, et ensuite plusieurs récupérateurs de chaleur pour récupérer, la chaleur latente, pour le dernier échangeur. Dans les chaudières à condensation, en fait, l'eau, quand vous faites une combustion, vous générez du CO2, du CO et de l'eau sous forme de vapeur, et la chaudière à condensation, elle, permet de récupérer la chaleur latente de l'eau. On la recondense et du coup, on récupère encore de l'énergie, sur cette partie-là. Vous avez, en dessous, une chaudière, automatique au granulé, hein, qui est représentée, donc avec son silo, une vis d'alimentation et une coupe de la chaudière, donc avec, la trémie et puis l'alimentation avec les vis, qui est représentée sur la partie basse de ce document, et les pompes à chaleur, voilà, une autre technologie, donc qui fonctionne avec, un compresseur. Donc vous comprimez un gaz et on récupère l'énergie de l'air extérieur pour l'amener, à réchauffer vos radiateurs dans votre logement. Voilà, donc ça reste, l'énergie utilisée, reste électrique, avec le compresseur. Ici présenté, c'est le système solaire combiné sur le schéma. Donc c'est, alors combiné parce qu'en fait, ce système a besoin d'un appoint. On peut pas utiliser, 100 du chauffage à l'aide du solaire.
on a besoin d'un autre système qui peut être soit électrique, soit une autre chaudière qui est représentée ici. On est bien sur du chauffage thermique, hein, ce qui est en toiture, c'est pas des panneaux photovoltaïques, c'est bien des panneaux thermiques, donc qui ont un réseau, par exemple en cuivre ou dans lequel circule un fluide, et vous récupérez l'énergie du soleil pour alimenter un ballon qui est représenté ici. Voilà, donc ça c'est une autre technologie qui peut être intéressante en termes de chauffage. Et ensuite les appareils indépendants, donc typiquement les inserts, les poêles, donc le poêle bûche ou le poêle granulé qui sont représentés ici. À présent, nous allons parler des aides financières, à moins qu'il y ait peut-être des questions entre-temps. Est-ce que Charles, de ton côté, tu as... Alors non, j'ai pas de questions. Donc c'est vrai que c'est bien de couper à ce moment-là sur la partie technique. Après là, on va attaquer sur les aides financières. Donc peut-être que là, il y aura peut-être des questions, je pense. Je vous laisse 1 minute pour m'indiquer si vous avez des questions. Après ça, si on n'a rien, bah, on passera sur la suite. Donc je laisse un petit peu de temps. Oui, très bien. Bah, n'hésitez pas, hein, si jamais il y a des questions sur ce qu'on a déjà présenté, on peut peut-être en parler brièvement. Les aides financières, c'est pas très long, hein, parce qu'on a, si vous voulez suivre le 1er février, il y aura un webinaire dédié aux aides financières, où ça sera du coup beaucoup plus détaillé. Là, on fait que les aborder et on décrit les différents types d'aides qui sont envisageables. Alors effectivement, il y a une question que j'ai loupée, je l'ai pas vue, donc alors s'il n'y a pas de comble perdu à aménager, donc l'installation d'une VMC est possible? Euh, Bah, des fois, on crée, pour installer une VMC, on crée un faux plafond, hein. Si vous n'avez pas la possibilité de la mettre dans un comble perdu, ça peut être dans une pièce où vous avez un peu de hauteur sous plafond. Vous avez des caissons qui peuvent être assez plats, qui permettent de se positionner dans des hauteurs qui peuvent être de l'ordre de 15 centimètres, quoi. Donc, c'est plutôt le réseau, hein, faut raisonner en termes heu, de de comment on amène le réseau au caisson, quoi. C'est ça qui va déterminer aussi où on positionne le caisson, dans le cadre de la VMC simple flux. Je ne sais pas Heu, si j'ai répondu à la question ou si, il y a besoin de précision? Est-ce que vous avez besoin de précision? Alors je crois que c'était Gaël qui avait posé la question. Gaël, si, on a bien répondu, à la question. Enfin, si vous avez besoin d'éclaircissement ou pas. On peut mettre ça dans une autre pièce, pas sur les toits, pas à l'étage. Oui, ça peut être, Ouais. dans la salle de bain, en faux plafond dans la salle de bain, en faux plafond dans une buanderie. C'est déjà arrivé, ouais, à l'arrière d'une cage d'escalier, au-dessus d'une cage d'escalier. Enfin, il y a différentes configurations qu'on peut envisager. Heu, Après, il y a les VMC, alors je sais pas si tu l'avais abordé, je me rappelle plus trop. Sur les VMC, décentralisés, en fait, vous avez des il y a un autre nom, en fait, où justement vous avez un bloc moteur, qui peut être posé à un endroit, en fait, tout simplement. oui. Et il existe aussi des VMC double flux avec ce type de système-là, en fait, qui vient insuffler et qui vient aussi faire, des cycles, insufflation et par moment, il va faire, une extraction. Voilà, Ouais, ça se pose, dans le mur directement du coup, c'est ça. et ça permet de traiter, bah, pièce par pièce au lieu de raisonner sur une extraction globale, on raisonne, zone par zone, quoi. C'est ça, exactement. Par contre, le coût est un petit peu plus élevé. Voilà. Oui, parce que, du coup, on multiplie les moteurs, donc après on a plus de consommation électrique, enfin ça a d'autres inconvénients.
Alors du coup, j'avais une autre question. Les matériaux d'isolation à privilégier pour une maison ancienne en tuffeau. Donc du coup, c'est à côté de ce mur, généralement, c'est la pierre utilisée. Ouais. Tout ce qui est maison en pierre, ce qu'il faut faire attention, c'est déjà pas enfermer selon les enduits qu'on met, faire attention à pas enfermer d'humidité dans la pierre. Donc, typiquement, on utilise des enduits à base de chaux. Ensuite, pour les matériaux isolants, il faut qu'ils soient perspirants, donc qui permettent de laisser passer la vapeur d'eau sans que eux se désagrègent. Une laine de verre, quand elle emmagasine de l'humidité, elle se désagrège beaucoup plus facilement que typiquement une fibre de bois. Voilà, il y a même certains isolants, du polyuréthane ou du polystyrène sont complètement étanches et ne laissent pas transiter la vapeur d'eau dans leur, structurellement, ils permettent pas de transiter la vapeur d'eau. Donc ça peut créer des désordres, parce que si on isole avec ce type de matériaux, si vous avez des remontées capillaires au niveau de vos murs en pierre ou si vous avez, des problèmes d'humidité dus à des apports internes, voilà, elle va se retrouver piégée dans le mur et ça pourra créer des désordres. Donc c'est plutôt des matériaux biosourcés généralement qu'on utilise, pour associer à l'isolation d'une maison en pierre. Charles, j'ai plus le son là. Excuse-moi, je l'avais oublié de le renclencher. J'ai une question qui est un petit peu longue, mais ça sera la dernière du coup et puis après on va passer aux aides financières, comme ça au moins ça sera bon. Alors, je te lis la question. On a résolu ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, hein, au moins ça permet de bien clarifier les choses. Je réponds du coup à alors le surnom c'est Clem, donc je réponds, il y a pas de souci en tout cas. Donc on a réalisé un audit, énergétique via Nantes Métropole qui préconisait justement l'ITE plus isolation Sarking. Donc isolation Sarking, c'est isolation de la toiture, par À l'extérieur, l'extérieur, ouais. plus la VMC Hygro B, je sais pas si tu as précisé, mais bon, c'est pas problématique. Plus passage éventuellement à une, pompe à chaleur RR. Donc je suppose que pour simplifier la durée d'encombrement à la maison, du fait des travaux, il vaut mieux tout faire en une fois ou peut-on prioriser l'isolation puis changer la ventilation? En bref, est-ce qu'il faut faire tout d'un coup et du coup, pouvoir entre guillemets peut-être habiter dans la maison ou est-ce qu'on peut le faire en plusieurs étapes? Isolation, du moins rénovation globale ou rénovation en plusieurs étapes? Voilà. Pour les parois, c'est mieux de le faire en une fois, on va dire pour la contrainte des artisans, les faire venir qu'une fois, payer du coup qu'une fois des frais de déplacement et des frais de main-d'œuvre. Ce qui est important, c'est toujours d'y associer la ventilation. Voilà, à partir du moment où vous faites l'isolation, heu, c'est de ne pas négliger la ventilation. C'est voilà, il faut une fois qu'on a rendu étanche à l'air le bâtiment, l'humidité, il faut l'évacuer. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur la ventilation. Ensuite, le système de chauffage, ça peut, voilà, on peut réfléchir à une première solution, transitoire et puis du coup, si on fait ça en plusieurs étapes, une 2e solution de chauffage par la suite. Mais voilà, ce qui en tout cas, associer ventilation et isolation, ça d'emblée, direct sur les premiers travaux et essayer de le faire en une fois pour générer, des économies, le plus directement, possible, voilà. Dès la première année, si vous générez de manière globale, vos travaux, ben, dès l'année suivante, vous avez des économies qui sont importantes. Mmh. Alors que si vous faites ça étalé dans le temps, bah, les économies ne seront pas aussi, facilement, réalisées.
Alors moi, j'aurais tendance à ajouter un tout petit élément qui a de l'importance. Alors si vous n'aviez pas de ventilation avant et que vous devez en poser une, c'est mieux de le faire en même moment parce qu'en fait, si vous faites par exemple l'isolation par l'intérieur, il se peut que, les conduites, de VMC passent aussi par les murs. Du coup, la nécessité de le faire en même temps, est importante parce que justement ça évitera à terme de tout recasser, en fait. Donc c'est bien de le penser, au moins de passer Les les réseaux, gaines, ouais. les réseaux, dans les parois si besoin, que tout soit passé pour que finalement le moteur, du moins la VMC en elle-même puisse, être installée plus tard si besoin est. Voilà. Mais au moins que tout ça soit déjà prêt, qu'il soit déjà mis dans les murs, si besoin, quoi. Voilà. Tout à fait, ouais. Est-ce que du coup j'aborde les aides financières? Ou il y a une autre question éventuelle? Excuse-moi, tu peux y aller Joseph, je disais qu'on n'avait pas d'autres questions, on avait un remerciement et c'est toujours bon à prendre. Bah, merci à vous. Du coup, les aides financières, si la slide veut bien passer. Vous avez ici un petit schéma sur les étapes de la rénovation d'un logement. Donc, le mieux, c'est de partir, effectivement avec un audit énergétique au départ, hein, pour déjà cartographier, de manière précise, vos déperditions et savoir, par où commencer, quelles sont vos parois les plus déperditives. Pour ensuite, du coup, réaliser, plusieurs scénarios de travaux et avoir plusieurs solutions en termes de production de chauffage, quoi. Donc un audit, c'est souvent une porte d'entrée déjà pour les aides financières. Il est demandé, en rénovation globale de partir sur l'audit, pour ensuite déterminer, quels travaux sont réalisés et du coup les artisans se mettent en conformité avec, ce qui est prescrit dans l'audit pour pouvoir débloquer les aides, quoi. Alors, les aides sont un petit peu, tous précisées sur cette slide. On va ici les énumérer, mais sans trop, rentrer dans les détails. Vous avez, donc, MaPrimeRénov', c'est l'aide de l'État qui a remplacé le crédit d'impôt, depuis l'année dernière, au 1er janvier. Donc vous avez 4 catégories de ménages, qui sont en bleu, en jaune, en violet et en rose, selon votre revenu fiscal de référence indiqué sur votre feuille d'impôt. Et selon donc, selon vos revenus, vous aurez des aides qui seront données, des ratios au mètre carré, des coûts fixes au mètre carré donnés selon votre catégorie, quoi. La chose qui a changé depuis le 1er janvier là, c'est que maintenant le logement doit avoir plus de 15 ans, voilà, pour, bénéficier de l'aide de MaPrimeRénov', votre logement doit être, supérieur à 15 ans en termes d'âge. Ensuite, vous avez les certificats d'économie d'énergie, les C2E ou aussi appelés primes énergie. Donc, le principe de ces aides, c'est, fourni par des sociétés privées, donc fournisseurs de carburant, les magasins de bricolage et les fournisseurs d'énergie. Le principe, c'est le principe du pollueur-payeur. L'État impose à ces sociétés de racheter vos travaux de rénovation énergétique sous forme de C2E ou alors de payer des impôts, quoi, des taxes supplémentaires. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez toutes ces primes. L'idée, c'est d'aller sur internet, pour chercher les primes les plus importantes, les plus intéressantes, puisqu'elles sont variables selon la société. Vous avez également le prêt à taux zéro, qui est intéressant aussi pour financer ces travaux. Donc, c'est à demander auprès de votre banque, hein, c'est selon votre, endettement.
Le banquier vous l'accordera ou pas, et le montant va dépendre du nombre d'opérations que vous faites. Donc si vous changez par exemple uniquement vos fenêtres, vous avez le droit à 7 000 €. Si vous faites une seule opération, c'est 15 000 €, 2 opérations, 25 000 € et 3 opérations, maintenant c'est monté à 50 000 €. Donc c'est une manière de pouvoir, voilà, financer ces travaux, qui est quand même très intéressante. À ne pas négliger aussi sur tous les travaux de rénovation énergétique, c'est la TVA à 5,5. Voilà, à bien vérifier sur les devis que c'est, celle-ci qui est appliquée pour les travaux de rénovation énergétique. Hem Et chose très, très importante qui est valable pour toutes les aides financières, c'est que, vous devez passer par des artisans et ces artisans doivent être labellisés RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Voilà, c'est la porte d'entrée pour toutes les aides financières. Et après, en fait, on raisonne soit en rénovation globale, soit travaux par travaux et étalés dans le temps. Donc je vous invite, à suivre, pour plus de précision, le webinaire qui se déroulera, le 2 février. Heu, c'est bien je vérifie. Non, c'est le 1er février, excusez-moi. Le prochain webinaire sur les aides financières, c'est le 1er février. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, Alors, il y a des questions, oui. effectivement. Alors, il y a une première question sur le DPE, ça ne fonctionne pas. Et du coup, j'ai demandé s'il y avait possibilité de préciser. Je pense que c'est peut-être pour la rénovation globale. Je pense que c'est Alors ça. Est-ce que Alors si la Fanny... question c'est, est-ce qu'un DPE est valable pour bénéficier des aides en rénovation globale? La réponse est non. Un DPE donne une étiquette énergie, mais ne vous donne pas le scénario de travaux. Il y a pas d il y a pas de préconisation de travaux, détaillés, dans un DPE. Hmm. Donc uniquement utilisé pour comparer 2 logements et puis savoir lequel est le plus énergivore. Mais, pour les déblocages d'aides en rénovation globale, il faut passer par un bureau d'études et c'est vraiment un audit énergétique qui est demandé, qui coûte, voilà 700 à 1 000 €, on a vu, ou pour des configurations plus complexes, on peut dépasser les 1 000 €. Ouais, ça, du coup, dans l'audit énergétique, ce que ne fait pas le DPE, c'est que, effectivement, tu disais, ça présente plusieurs scénarios et c'est des scénarios avec des pourcentages de gains énergétiques. Et par exemple, sur les aides de rénovation globale pour ma prime rénov, typiquement, il faut 55% d'économie d'énergie entre l'état initial jusqu'à l'état final que vous visez. Sinon, il n'y a pas d'aide financière sur le global pour ma prime rénov. Après, il y a d'autres aides pour Nantes Métropole, où là, justement, le scénario, c'est le scénario BBC pour alors BBC rénovation, donc bâtiment basse consommation, pour avoir ces aides-là. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Et Joseph, je pense que tu as dû y répondre également. Une autre question sur la TVA à 5,5, est-ce qu'elle fonctionne aussi sur l'audit énergétique? Heu Bonne question. Toi, tu Non, sais, Charles, là? oui, C'est non. une TVA à 20, hein? Non, alors c'est pas une TVA à 5,5, ça c'est sûr et certain. La TVA à 5, c'est vraiment ce qui touche à la rénovation énergétique du bâtiment, donc le gain énergétique. L'audit ne va pas aider, entre guillemets, en termes de travaux pour le gain, mais il va aider pour les renseignements. Donc du coup, c'est vraiment 5,5 non. Dans le cas, logiquement, ça doit être une TVA à 20. Voilà. Toc, toc, toc. Je regarde en même temps parce qu'il y a aussi des questions qui arrivent. Je reviens en même temps. Alors, pour les C2E, donc certificat d'économie d'énergie, nous devons chercher à quel fournisseur faire la demande ou cela se fera automatiquement via la prime rénov'? Non. Alors là, c'est à chercher par vous-même, c'est 2 aides différentes, hein. MaPrimeRénov', c'est l'aide de l'État et les C2E, c'est des aides privées.
Donc il y a pas de les 2 s'additionnent, vous pouvez cumuler les 2, mais en faisant un montage de dossier sur MaPrimeRénov', vous n'avez pas automatiquement des C2E, donc ça, c'est à demander à part, hein. Soit directement vous, soit c'est l'artisan qui, lui, a un partenariat et l'a déduit, en le mentionnant sur son devis. Et y a-t-il des aides financières pour les audits énergétiques? Oui, alors vous avez déjà, sur Nantes Métropole une aide de 250 €. Ensuite au niveau national, selon votre catégorie de ménage, vous avez une aide, qui est de voilà, qui varie entre 500 et 300 €, pour juste l'audit. Il y a juste pour la dernière catégorie de revenus, donc les ménages roses, où là, il n'y a pas d'aide sur l'audit. Exactement. Je peux même dire, si vous voulez, je vais dire les précisions là-dessus. Sur l'audit, donc pour MaPrimeRénov', pour les ménages qui sont très modestes, donc la couleur qui est bleue, c'est 500 €. Pour les ménages qui sont dits modestes, donc c'est la couleur jaune, c'est 400 €. Pour les modestes, pour les intermédiaires, ménages intermédiaires, donc la couleur qui est violette, c'est 300 € et sinon pour les ménages qui sont dits supérieurs ou roses, c'est 0. Pour MaPrimeRénov', hein, je précise. Et sinon, dans tous les cas, si vous êtes habitant et que votre logement est sur l'une des communes de Nantes Métropole, l'audit énergétique est du moins, l'aide est de 250 €. Voilà. Et les aides sont cumulables, évidemment. Alors, il faut bien voir et bien regarder que l'auditeur soit RGE. Voilà. Ouais, pour l'aide nationale. Mmh. Tout à fait. Et oui, mais je ne fais pas partie de Nantes Métropole, malheureusement. Après, ça dépend de là où vous êtes, là où vous habitez. Ça, vous pourrez nous envoyer un mail ou reprendre contact avec nous. On vous dira s'il y a des aides en local. Des fois, on a des petites aides en local. Là, c'est spécialement Nantes Métropole, la priorisation des travaux. Donc, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil et puis on vous répondra là-dessus. En tout cas, il n'y a pas de souci. Sinon, je ne vois pas d'autres questions. Non, je vois pas d'autres questions. Je vais juste faire un sondage de fin. Sauf si tu as des éléments à apporter, Joseph, en plus. Bah, peut-être, vous donner nos coordonnées pour nous contacter. Ça peut être pas mal. Voilà, vous pouvez soit sur le site internet, des Pays de la Loire, prendre rendez-vous directement avec nous. C'est des rendez-vous d'1 heure avec un conseiller rénovation, donc pour parler de votre projet. Soit nous appeler au téléphone, sur le numéro qui s'affiche là, 02 40 08 03 30 et vous avez, du coup un conseil, un 1er conseil qui peut être sur des aides financières, par exemple, ou également pour prendre un rendez-vous. Voilà, donc il y a principalement ça comme moyen de nous contacter. Alors, je crois Heu que l'adresse mail est fausse. ah, Voilà. super. Voilà, Bon, donc on vous enverra la correction sur, la présentation. Comme ça, au moins, ça sera bon. De toute manière, la présentation vous sera envoyée avec aussi le tableau comparatif des isolants. Comme ça, au moins, il y aura quelque chose d'un peu plus clair, parce que c'est vrai que sur la diapo, on ne voyait pas forcément. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous envoyer le sondage de fin pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé de ce webinaire, pour essayer de peut-être l'améliorer. Bref, voir un petit peu votre avis là-dessus. Voilà. bah, merci pour votre attention et puis, n'hésitez pas à consulter d'autres webinaires, que nous sur d'autres sujets que nous traitons, vous pouvez aller du coup sur notre site internet pour, suivre l'actualité et savoir, à quelle date il y a ou tel sujet. Merci à vous. Je vois que ça finit de compléter.
Donc pour l'instant, plutôt satisfait du webinaire, et recommandez-vous ce webinaire autour de vous? Plutôt oui. C'est vrai qu'il manque une question, quels sont les points d'amélioration que vous souhaiteriez, aborder, ou quel webinaire vous souhaiteriez avoir en particulier? Voilà, des fois ça peut être bien de l'avoir. Serait-il possible aussi d'avoir également l'enregistrement? Oui, on peut aussi vous l'envoyer également. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc bah, écoutez, bah, je vous souhaite une bonne soirée à vous et puis, bah, à la prochaine pour un nouveau webinaire. Merci bien, bonne soirée à vous. Bonne Au soirée à revoir. vous. Au revoir.